Bonjour à vous tous, je suis Mathis et ce sera la deuxième édition des archives, ce coup-ci du mois de mars. Donc vous l'aurez remarqué, je n'ai plus le même décor suite à quelques soucis d'emploi du temps. Je vais essayer de revenir à celui que j'avais avant, notamment parce qu'il y avait une luminosité qui marchait beaucoup mieux. Là ça va me casser les couilles, c'est putain de rideau de mes deux, et aussi que c'est assez moche, hein. C'est blanc, il y a quasiment rien. C'était certes le bordel dans mon bureau, mais au moins ça avait de la personnalité, j'ai envie de dire. Mais bon, je vais devoir m'y faire et je pense que je vais devoir faire beaucoup de vidéos là-dedans. Durant le premier épisode, j'avais essayé de faire quelque chose d'assez court, mais finalement ça retrouvait être méga long. Donc ce coup-ci, je pense que ça va être la même merde, mais je vais quand même essayer de me retenir un peu dans les détails. Déjà que je développais pas de ouf, autant commencer tout de suite. Alors, le premier film que j'ai vu durant ce mois-ci, c'était Mission Impossible 2 de John Woo. Donc John Woo, c'est un fameux réalisateur hongkongais, hein, donc connu, ce qu'on appelle la nouvelle vague hongkongaise, donc les films d'action très dynamiques, style The Killer par exemple. Mais moi j'en ai vu aucun de lui ou autre, donc c'est à dire que c'est le tout premier film de lui que je vois. Et c'est donc un film Mission Impossible, parce que j'ai vu qu'ils vont sortir un nouveau Mission Impossible cette année, donc je me suis dit que j'allais commencer à me faire la saga. J'avais déjà vu le 1 il y a quelques mois, donc là j'ai fait le 2, et c'était... je lui ai mis des plus. Ouais, donc c'est pas folichon comme film. Le premier truc qui m'a vraiment déçu, c'est que autant le premier Mission Impossible, il y avait de bonnes idées d'action, de bon développement, bonnes idées scénaristiques généralement, et un certain attachement au personnage. Là, le film, il fait trop James Bond. Je suis pas spécialement fan des James Bond, et donc comme les James Bond, les scènes d'action sont un poil ridicules et pas vraiment très vraisemblables, le scénario, il est... il passe trois quarts de son temps à essayer de draguer une meuf qui a pas de personnalité quasiment. C'est pas très intéressant quoi. Ouais, mais surtout le perso d'Ethan Hunt du coup qui est joué par Tom Cruise, qui est très bien joué évidemment, mais il fait vraiment James Bond du pauvre hein, techniquement. Ce qui m'a un peu déçu quoi. Il se contente en fait techniquement dans ce film de suivre les ordres sans vraiment prendre l'initiative, ce qui ouais, c'est pas un perso vraiment très intéressant dans ce film. Et après il y a de bonnes idées quoi. Et en termes de scénario purement et simplement, c'est genre Ethan Hunt qui est appelé par le MI6, si ma mémoire est bonne c'est ça leur nom, pour aller globalement rechercher un genre de vaccin contre un virus dangereux. Ouais, c'est très réminiscent d'une certaine affaire qui nous est arrivée il y a pas longtemps. Et c'est pas méga passionnant non plus. Notamment parce que le méchant il est un petit peu trop ridicule pour ce que ça veut être. Pas charismatique pour un sou. Il va vous laisser indifférent quoi. Ce qui est dommage pour des films d'action. Bon, là que je me dis que je trouve pas non plus des masses de défauts en vrai, je vais être un petit peu exagéré avec ma note, mais je pense quand même que je vais la laisser. Et me dire que j'attendrai de voir le 3 pour me faire un meilleur avis. On espère qu'il soit un meilleur film, hein. Nous verrons cela. Bon, nous allons tout de suite passer à la suite avec A Real Pain, donc traduit en français un pain réel, de Jesse Eisenberg. Là c'est déjà beaucoup plus intéressant. Je lui ai mis à moins. Donc on va suivre l'histoire de Jesse Eisenberg qui dans ce film s'appelle David Kaplan et de son cousin Benji Kaplan, hein, joué par Kieran Cunning, qui a eu l'Oscar du meilleur second rôle. Oscar que je ne comprends pas, non pas qu'il soit un mauvais acteur, il est très très bon dans ce film, hein, mais c'est que c'est pas un second rôle en fait, c'est pratiquement le protagoniste. On dit que l'orage va être nul à chier. Donc les deux cousins vont essayer de faire un genre de pèlerinage en Pologne. Vu qu'ils sont des descendants de survivants de la Seconde Guerre mondiale, ils vont essayer de voir un peu leur origine historique par rapport à cet endroit précisément. Et donc c'est là que va découler les très fortes scènes du film, notamment une qui se passe à Auschwitz. Le film c'est une comédie dramatique et ça remplit bien son rôle de comédie dramatique, donc c'est quand même assez drôle, assez touchant. Des scènes vraiment pas mal. Jesse Eisenberg et Kieran sont, je pense que je prononce très mal, sont très forts dans leur rôle, hein. La réalisation elle est sobre, hein, mais elle est tout à fait efficace. Il y a vraiment rien à déplorer là-dessus. Je vais pas avoir grand chose à dire, mais c'est ce qui me marque le plus là-dedans, c'est surtout le fait qu'il est sincère le film. Tu sens vraiment que c'est une besoin de Jesse Eisenberg de faire ce film et qu'il voulait nous le transmettre et il a assez bien réussi ce qu'il voulait nous dire. Mais ça va pas nous marquer énormément non plus, c'est pour ça que c'est que à moins. Mais j'encourage tout de même à aller voir ce film, très fortement. Un autre film sorti cette année que pour le coup j'ai beaucoup plus aimé, c'est Mercato de Tristan Seguela. Donc, je pense que je vais mal prononcer encore une fois. Le scénario complet c'est Driss, interprété par Jamel Debbouze, qui est un agent sportif hein, et qui doit recruter des fous pour les mettre dans des clubs, etc. Les faire vendre ce genre de trucs. C'est un manager en gros. Et justement, il va essayer de trouver une somme pour différentes raisons. Déjà, il est au bord de la faillite. Et en plus, il y a un type peu fréquentable, un quasi-youngster en gros, qui lui réclame de l'argent parce qu'il avait aidé dans une affaire précédente. Et tout le film, ça va être la quête du personnage principal pour trouver un joueur à vendre, en gros, un joueur de foot, durant le mercato, qui se termine en 8 jours. J'ai adoré ce film, franchement, je lui ai mis A. Je vais commencer par les petits défauts de suite. Déjà, le film n'explique jamais c'est quoi le mercato. J'ai à peu près compris que c'était genre
une période de temps où il faut vendre absolument les joueurs, mais tu vois, faut le comprendre soi-même, c'est pas un truc qui nous le dit directement. Ça aurait été quand même sympa les termes précis comme ça, spécifiquement au milieu du foot, ça aurait été sympa de les expliquer avant. Mais bon, on réussit tout de même malgré tout à comprendre à peu près l'histoire. Et j'ai quelques soucis également en termes de réalisation, notamment parce qu'il y a des zooms qui arrivent à des moments, on ne sait pas pourquoi. C'est très bizarre sur le coup, hein, c'est genre une scène de discussion, d'un coup t'as un zoom et un dézoom, ça a de quoi intriguer. Et le dernier vrai défaut que j'ai, c'est que malgré tout, ça se répète un tout petit peu. C'est genre Driss qui va voir un type, qui va essayer de faire signer un joueur de foot dans un club, ça va pas marcher, alors il va aller dans un autre, il va voir un autre joueur de foot, il va essayer de le faire signer, etc. etc. Ouais, c'est un peu répétitif. Il y a des points scénaristiques un petit peu cons, hein, on va pas se mentir non plus. Des trucs que je vais pas spoiler, mais ça arrive vers la fin, donc c'est pour ça. Mais malgré tout, je trouve que, je vais parler des qualités là, le rythme fonctionne très bien. Notamment, il y a une tension qui se crée, on se demande sans cesse comment est-ce que notre protagoniste va pouvoir trouver la somme qu'il doit. Ça permet pas mal de nous parler également des dessous du milieu sportif, qui est un truc qui n'est généralement jamais vraiment mis en scène au cinéma, à part dans des films de merde tels que 3-0, mais ça c'est une autre histoire, qui certes un petit peu cliché, dirons-nous. C'est un peu Scorsese du pauvre en gros, mais qui reste tout de même efficace. La réalisation est très bonne aussi. Je me suis plaint des zooms, mais en vrai, l'éclairage, différents choix de plans, etc. sont très jolis et très bien orchestrés. Il y a une vraie finesse qui est créée à ce niveau-là, pour l'image, beaucoup mieux que mon éclairage tout pérave, hein, on va pas se mentir. Ce qui va donner un cachet au film pour le fait que ce soit un thriller et qui fonctionne excessivement bien. Et la dernière grosse qualité du film, c'est clairement Jamel Debbouze, hein, l'acteur principal, qui porte le film sur ses épaules, ce qui est pourtant compliqué parce qu'il y en a une qui fonctionne pas des masses. J'avoue que j'avais jamais vraiment vu dans des rôles dramatiques, et j'ai pas vu Indigène par exemple, donc là il m'a pas mal étonné, c'est clairement la meilleure qualité du film. D'ailleurs, l'histoire c'est une idée de lui à la base, donc je suis content qu'il ait bien pu le mettre à l'œuvre. Et aussi, quelque chose de très surprenant pour moi, je déteste le foot carrément, et il y a une scène dans ce film qui m'a un petit peu permis de comprendre ce qui fascine dans le foot, avec une scène autour de Jamel Debbouze qui parle justement d'un exploit de Cristiano Ronaldo qui était vraiment fort. Et voilà, c'est ce qui m'a fait autant apprécier le film. Bon, passons à la suite. Le prochain film à passer, c'est un classique, un chef-d'œuvre, dira-t-on. C'est Blow Up de Michelangelo Antonioni. J'ai toujours un peu de mal pour moi à se souvenir de son blaze et à le prononcer correctement, notamment parce que son film ne m'a pas forcément... J'ai mis des moins. Je pense que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo n'auront pas vu le film, hein, ce que je vous encourage à faire malgré tout. Mais je pense qu'il faut une préparation pour voir ce film. Parce que en fait, ce qui fait que je suis principalement déçu, c'est que je m'étais fait des fausses idées par rapport à ce que ça va être. Dans ma tête, quand on m'avait expliqué le scénario du film, qui est globalement un photographe qui va trouver que sur une de ses pellicules quelque chose de suspect, qui va lui faire penser à un meurtre, donc il va essayer de trouver les réponses par rapport à ce mystère. Quand j'avais entendu ce scénario, je m'étais dit que ça allait être un truc à la Hitchcock, genre fenêtre sur cour, quelque chose comme ça. Bah, pas vraiment en fait, c'est même l'exact opposé. En fait, le film, il va plutôt parler de genre ces espèces de fantasmes qu'on se crée tout seul, alors que véritablement, il y a peut-être rien en fait derrière. Donc, c'est ce qui va amener les trucs un peu décevants, c'est qu'on va te rien raconter sur tout de ce que c'est. On ne saura jamais si quelqu'un s'est fait tuer finalement, on ne saura jamais c'est qui, notamment, qui l'a tué. Il va rencontrer deux personnages sur la scène du crime, on ne saura jamais non plus qui c'est, on ne saura même pas leur nom. Donc peut-être qu'en me le revoyant, en sachant directement ce que ça va être, je vais le mettre une meilleure note, mais je pense pas non plus, parce que notamment, malgré l'idée qui peut être sympa, c'est un peu long, très long, notamment au début. Tout le délire autour de la photographie et du fait qu'il suspecte que c'est un meurtre, ça vient genre après les 2 tiers du film. J'ai plus les dates en tête, mais c'est globalement ça. Et aussi, c'est peut-être un peu mal vieilli. Disons que le protagoniste qui est photographe, c'est un peu genre Hervé Wachenstein, en moins pire, et que c'est pas non plus totalement condamné pour ça. C'est un petit peu malaisant quand on voit le film avec un regard actuel. Je pense malgré tout que la note lui est assez méritée, enfin de mon propre ressenti. C'est quand même un chef-d'œuvre, hein. Les plans sont très iconiques, la réalisation elle est... Bah, elle a marqué l'esprit quoi, c'est clairement un film qu'on a inspiré d'autres, des films qui sont peut-être mieux, hein, on va savoir. Genre Conversation secrète par exemple, de Coppola, ou Blow Out de Palma, dont le titre est clairement inspiré de celui-ci. Mais pour moi, ça n'a pas marché. C'est ce que je pourrais lui reprocher de pire. Un film qui a beaucoup plus intrigué et qui est sorti récemment, c'est The Brutalist de Brady Corbert. À moins, le moins, c'est que d'une part, c'est trop long. 3h30, c'est quand même un peu exagéré, quoi. Il y a même un entracte. Un entracte en 2025, quoi. Vous imaginez le truc? Le dernier film que je connais à avoir un entracte, c'était genre 2001. Genre, ça casse vraiment un peu le rythme du film d'avoir ce genre de choses qu'il faudrait éviter dans l'absolu. Après, cette durée un petit peu excessive, elle va pair avec une autre
d'autres qualités que je développerai un peu plus tard. Mais l'autre défaut qui va être assez dur à expliquer, c'est qu'il m'a pas transcendé. Je suis pas ressorti totalement grandi de mon expérience et j'ai beaucoup apprécié malgré tout. Notamment la scène de début, qui a une réalisation vraiment pas mal. Donc c'est le truc typique, dira-t-on, de genre l'immigré de Chaplin. C'est plus ou moins de là que ça part l'idée. Donc en gros, c'est genre, il y a un bateau qui arrive avec plein d'immigrés et la première chose que les immigrés vont en allant à New York, c'est la Statue de la Liberté. C'est un truc qu'on retrouve dans Le Parrain 2 de Coppola. Et là, la réalisation, elle est pas mal parce que c'est fait en plan séquence. Donc ça commence au début dans la cale où c'est désordonné, c'est le bordel, on comprend rien à ce qui se passe, c'est ultra sombre. Et t'as la musique qui est assez angoissante avec, là ça se lève, puis la caméra remonte vers la surface du bateau et on nous montre la Statue de la Liberté à l'envers, ce qui était assez sympa, avec une musique assez épique et qui va devenir iconique j'ai l'impression. Donc le scénario, je vais quand même un peu l'expliquer, c'est celle de Laszlo Toth, qui est donc un survivant juif hongrois de l'Holocauste hein, évidemment, qui va immigrer au States et qui va essayer de refaire sa vie, notamment en construisant un bâtiment gigantesque qui est à la fois une bibliothèque, un théâtre, un gymnase et une chapelle. Pour honorer la mémoire de la défunte mère du personnage de Guy Pearce. De ce que j'ai entendu, l'histoire de Laszlo elle est fausse, mais la construction elle existe pour de vrai. J'arrive pas à retrouver son nom par contre. Donc je parlais de la durée comme un défaut, mais c'est ce qui va apporter de la grandeur au film, parce qu'on a vraiment toutes les étapes, pas vraiment de la construction, mais de la vie du protagoniste directement, qui sont assez impactants malgré tout. Ce film a vraiment énormément de choses à raconter. Il les raconte tellement efficacement que ça va forcément, même si ça va pas nous transcender comme je l'ai dit plus tôt, nous intriguer, nous émouvoir par moments, nous fasciner surtout, ce qui lui donne un certain mérite et ce qui lui vaut une note aussi haute. Je pense. Non, vu que je trouve plus rien à dire sur le film, malgré le fait qu'il soit vraiment long, je vais tout de suite passer à autre chose. Et on arrive aux éléments intéressants. Donc le film Dolls, comme porte, comme le groupe de rock, de Banmei Takahashi, qui est un réalisateur japonais pas super connu. Même son film, il est pas connu. Il a même pas de page Wikipédia, c'est dire. Alors qu'il y a des suites pourtant. Dolls, c'est donc un film d'horreur qui va raconter l'histoire de Yasuko, qui passe le plus clair de son temps resté dans sa maison, puisque c'est le système traditionnel japonais et que c'est à des années 80, où elle va s'occuper de son fils, l'amener à l'école, donc c'est complètement les seuls moments où elle sort, préparer à manger pour son mari, donc bon, le type classique. Mais qui va, malgré tout, se faire harceler par un mec pas super sympa. Résumé très bref. Je vais le dire tout de suite, je lui ai mis A pour l'efficacité de son horreur, parce qu'au début ça commence assez calmement, psychologiquement, car notre protagoniste a une peur assez phobique, il se trouve que c'est pas assez exploité de l'extérieur, ce qui va la pousser à tout de suite partir dans une terreur par rapport au type qui va la harceler, alors qu'au début il la harcelait même pas, il lui donnait le courrier quoi globalement, mais après ça va être beaucoup plus intense parce qu'il va vraiment y aller le méchant à fond. Les appels téléphoniques, lui mettre des mots sous la porte, écrire des trucs supra sales de partout, c'est vraiment la définition de ce qu'on pourrait qualifier de incel dans le milieu internet. Et déjà là c'est vraiment quand même assez bien fait, ça monte en crescendo ce qui est vraiment pas mal, et donc c'est la première partie. La seconde c'est celle où il va réussir à entrer dans la maison, je spoil, je m'en branle, où là ça devient beaucoup plus gore et japonais excessif on va dire, mais toujours efficace dans l'horreur. C'est un peu une récompense pour le spectateur qui a vécu genre une moitié de film très tense, très dur à regarder, très malaisant, et là un truc explosif avec des coups de couteau de partout, du sang qui gicle absolument n'importe où. Donc moi qui suis grand fanat de films japonais de ce genre là, j'ai franchement adoré. T'as aussi un truc très sympa dans la réalisation, notamment autour du délire de la porte, qui a quasiment sa propre identité, vu que c'est ce qui sépare notre protagoniste du méchant au début, puisque l'autre taré va essayer de défoncer quoi au début, avec ce jumpscare que je trouve vraiment très efficace, je suis pas en train de spoiler à ce niveau là. La porte va jouer à différents niveaux, ce qui fait que je trouve que ce titre est extrêmement bien trouvé. Ce film a aussi eu des suites, il y en a eu deux là, ce que je vois, je sais pas si un jour je me les trouverai, j'y regarderai, ça on verra pourquoi. En attendant, le premier est une efficacité sobre et pas trop en même temps, ce qui fait plaisir, et c'est tout pour aujourd'hui. Le prochain film à passer c'est City of Darkness de Choi Cheong, là aussi j'ai du mal à prononcer. Ce film se passe donc à Hong Kong durant les années 80 et ça va principalement raconter l'histoire d'un réfugié clandestin qui gagne sa vie grâce à des combats clandestins justement, mais qui cherche à avoir une vraie fausse carte d'identité pour améliorer sa vie. Malheureusement, il va tomber dans les griffes des triades locales et qui va tomber dans ce qu'on appelle la citadelle de Kowloon, et c'est là que ça va vraiment démarrer. A plus, j'ai trop kiffé. Déjà, c'est un film hongkongais et les scènes d'action, contrairement à ce que j'avais dit sur Mission Impossible 2, sont vraiment d'une justesse folle. Ça part dans tous les sens, ça reste cohérent malgré tout et ça t'emporte à un niveau dingue. Vraiment un truc de fou. C'est clairement ce qui va rester le plus en tête à la fin du film. Et l'autre qualité et défaut malgré tout, ce sont
les personnages. Le défaut, c'est qu'il y en a trop. Pour la faible durée du film, hein, qui dure que 2 heures, c'est pas assez développé. T'en as au moins genre 10, je crois, à peu près, même 12, hein, il me semble, de pertinents dans le film. Clairement, t'as pas la place pour tous les développer bien comme il faut. Ce qui est dommage, parce que l'une des grandes qualités, c'est justement le fait qu'ils sont super attachants. Quasiment tous. La bande de copains qui va se faire le protagoniste, ils vont être 4. Leurs liens seront créés à travers une scène qui est juste parfaite. Il y a encore une scène d'action qui est hilarante, très satisfaisante. Vraiment, c'était pépite ce moment. Et t'auras aussi, pas forcément tous les cités, mais le chef de la citadelle, qui s'appelle Cyclone, qui a un lourd passé, qui est dramatique, etc. et qui a un charisme de dingue. Ce qui fait que c'est clairement l'un qui va être le plus marquant. Et également le méchant principal, qui lui est vraiment génial parce qu'il c'est un méchant d'animé en fait, genre il est absolument pas réaliste, il est pas crédible techniquement, ce qui marche avec l'ambiance du film parce que tout est surexplosif, mais lui c'est vraiment encore plus que les autres, notamment il a des pouvoirs magiques, je passe les détails, hein, je vous invite à voir le film, et ça part en couille quoi, et c'est incroyable parce que ça réussit à avoir des émotions très touchantes, il y a énormément de scènes qui sont magnifiques, hein, des scènes autour de Cyclone notamment, donc le chef de la citadelle comme je l'ai dit, et de son passé etc, mais aussi avec les autres personnages, là encore je peux pas tout dévoiler, je vais vous laisser la surprise, vu que c'est un film qui gagne à être découvert je trouve, mais on va surtout arriver au défaut que j'avais dit, c'est que ça a pas assez le temps, et du coup les scènes qui nous touchent auraient pu plus nous toucher encore, mais ça fonctionne, et ça fonctionne superbement bien, ce qui lui donne une note aussi haute. En tout cas pour moi qui ne suis pas expert du cinéma hongkongais, c'est vraiment du lourd à ce niveau là. L'autre film hongkongais que j'ai vraiment vu, hormis les bons Kar-wai, hein, c'est L'Enfer des Armes, qui fait une critique pour parler d'un de mes films préférés, je suis obligé, vous voyez ce truc c'est incroyable, c'est un truc de fou. Et avec City of Darkness aussi, qui a pas la même ambiance mais qui a cette même richesse de caractère des personnages je trouve, ce qui les rend extrêmement puissants. En tout cas c'est pour ces deux films, nous allons passer à la suite du mois de mars. Un truc un petit peu plus compliqué maintenant, c'est Frankenstein de James Whale. Ce qui est marrant, c'est que c'est un peu les mêmes défauts que le film d'avant, mais plus. Donc le premier film Frankenstein des années 30 a un problème de développement de personnages là encore, dû à la faible durée du film. Bon, je vais aller à quatre chemins, quasiment tous les persos sont oubliables, à part Henry Frankenstein, parce que dans le film ils ont changé son nom, je ne sais pas pourquoi, et donc son monstre. Bon, l'histoire de Frankenstein, je pense que vous savez à peu près ce que c'est, même si je vais vous le redire, vous l'aurez déjà compris. C'est donc Frankenstein qui crée un monstre fait à partir de plusieurs cadavres. Donc le docteur Frankenstein qui est quand même moins connard que j'aurais cru. Son côté mégalomane un peu, il fait plus attachant, ce qui est quand même assez sympa. Ce qui fait que j'apprécie pas mal. Et notamment sa créature de Frankenstein qui n'a pas de nom du coup. Hein. Généralement on l'appelle Adam, qui lui est vraiment méga attachant, même si je trouve qu'il y a un bémol, que j'expliquerai un peu. Il est attachant parce que donc quand il vient au monde, il est paumé, il comprend pas son but dans l'existence. Il sait pas qui il est, quoi. Il peut à peine parler. Il a une force démesurée mais il sait pas quoi faire. Il comprend rien au système de base, de communication avec les autres, etc. Ce qui va amener donc l'une des plus belles scènes du film, que je vais pas vous spoiler, mais voilà, c'est très fort. Et ce qui va les rendre moins forts, c'est la durée du film qui l'empêchera vraiment de développer totalement cette idée, qui je pense est beaucoup mieux amenée dans le bouquin de Mary Shelley. Donc que je vais lire hein, probablement, un de ces quatre, quand j'apprendrai à lire. Mais le défaut, c'est le fait qu'ils ont voulu donner une justification vraiment chelou à l'histoire du monstre, que je pense qu'il n'est pas dans le bouquin. J'ai pas regardé, mais ça m'étonnerait qu'il y soit. Qui dit globalement que si le monstre de Frankenstein, il est aussi mal équilibré avec ses relations, c'est le fait qu'ils lui ont donné un cerveau de tueur en série. Moi, je trouve ça con, parce que je sais que les cerveaux de criminels, ils sont pas spécialement différents des cerveaux normaux. Mais c'était l'époque, etc., etc. Le fait, c'est que je trouve que ça donne un peu moins de crédit au monstre. Ça donne moins le côté universel de dire que c'est juste parce qu'il a un cerveau anormal qu'il est aussi bizarre, quoi, vous voyez. Je trouve ça dommage. Mais malgré tout, c'est ce qui me fait que je lui mets que B+, et pas au-dessus. J'aurais bien voulu lui mettre en S, par exemple, mais ça m'empêche de vraiment trop l'apprécier. Mais je pense qu'il y a moyen qu'il évolue dans sa note dans quelques années ou quelques mois, tout simplement. Mais ça, ce sera pour plus tard. Bon, c'était bien sympa tout ça. Un autre classique de l'horreur, mais encore plus vieux ce coup-ci, c'est Le cabinet du docteur Caligari de Robert Wiene. Je lui ai mis B. Bon, je vais tout de suite partir sur un truc avant, c'est que l'expressionnisme allemand, qui est le genre dans lequel s'inscrit le film, c'est peut-être ma période préférée du cinéma. Le fait d'avoir des décors somptueux, une image extrêmement bien travaillée, très bien composée, et de raconter son histoire sans dialogue, juste avec les mouvements de personnages et 2-3 textes, je trouve vraiment que ça a une efficacité qui n'aura jamais pu être aussi atteinte de nos jours. Notamment avec des films qui sont incroyables, tels que Nosferatu ou Le Docteur Mabuse, mais pour le coup par contre, Caligari, j'ai un petit peu plus de mal.
notamment parce que je trouve qu'en fait l'histoire elle n'est pas forcément trop impactante maintenant. C'est un film à twist globalement, et de nos jours on a des films à twist qui sont beaucoup mieux, qui ont notamment le même twist que Caligari, mais c'est à contresens en fait, parce que si les films à twist sont aussi bons que nos jours, c'est parce que Caligari est sorti. C'est ce qui fait que j'ai énormément de respect pour ce film. C'est considéré comme le premier vrai long métrage d'horreur, et il remplit bien son rôle avec ses décors magnifiques, psychédéliques, puissance. Mais après finalement je trouve pas aussi puissant que d'autres de son époque. Je trouve qu'il est pas aussi bien vieilli, c'est ce que je veux dire. Il y a des trucs quand même efficaces, comme le perso de Caligari par exemple, qui réussit très bien à être iconique encore de nos jours, et c'est ce qui aura la plus grande force, c'est que malgré le fait que je trouve que l'histoire elle est en dessous des décors, ça reste très joli à regarder. Et en plus c'est dispo gratuitement sur YouTube, c'est très court aussi, donc vous n'avez pas déçu pour le voir. Bon, là ça va être un petit peu plus fun. Le fils de Kong de Ernest B. Sodensack, qui est le réal du premier King Kong, et ça c'est la suite. J'étais déjà pas méga fan du premier King Kong, je trouve pas ce film ouf, mais là c'est quand même le pompon. Je lui ai mis D, tout simplement D. Et en termes d'histoire, donc c'est Carl D. Hannan, qui est le protagoniste du premier film, on va dire, qui suite aux événements de ce dernier vivra dans la ruine et la misère, et également dans la culpabilité d'avoir entraîné la mort d'un pauvre singe innocent, qui est con, tout simplement, va faire un pèlerinage globalement, se balader en bateau, et pour des raisons très connes, il va retourner sur l'île de Kong, et il va rencontrer justement son fils. Ouais, il y a pas grand chose à dire. De toute façon, le film, clairement, tout le monde s'en branle. Il y a aucune personne au monde en a quelque chose à foutre du film du fils de Kong. Et moi non plus. Le perso en soi apparaît très tardivement. Et c'est vraiment film pour enfants. Et pas les plus intéressants. Tu sais, c'est genre vraiment... oh, le gros singe va nous attaquer, mais en fait, c'est juste qu'il est un petit peu blessé. Tu vois, c'est le genre de délire. Et autre défaut assez important du film, c'est le fait que tous les persos sont plats, mais... niveau... il y a de quoi s'énerver. À part limite le protagoniste, qui reprend bien sa personnalité du premier film, mais en version light, mais ça reste lui, quoi. Il n'y a pas une trahison en soi, ce qui est quand même toujours mieux que rien. Et les autres, c'est osé fast fuck. Et même les scènes d'action en soi, parce qu'il y en a un petit peu, c'est du réchauffé par rapport au premier film. Simplement, il va clairement pas marquer les esprits. Et aussi, ça se conclut sur un truc qui n'a pratiquement aucun sens et qui est mis beaucoup trop sérieux pour ce que ça donne. Mais en fait, c'est un peu comme le fils de Godzilla, qui a un autre film aussi assez débile, qui est limite pire que celui-là, qui là aussi se finit de façon ultra dramatique, alors que l'autre film c'était supra nanar. Ce qui est bien, c'est que c'est court, ça dure 1h10, mais t'as rien, et puis t'as les enjeux qui baissent globalement. Autant avant, t'avais un singe géant qui risquait de détruire le monde, et puis t'avais des divers de découvertes. Là, le singe, il est quand même assez petit, quoi. Il est très enfantin, et finalement, les excuses, c'est juste essayer de trouver un trésor. Ouais, c'est pas... Généralement, les films comme ça où le scénario c'est juste essayer de trouver un trésor, ça marche parce que les protagonistes, les personnages sont intéressants. Là, ils le sont pas. Ouais, non, vous avez faim. Je crois que c'est le pire film du mois, il me semble. Je sais plus s'il y en a d'autres en dessous. On verra plus tard, mais pour l'instant. Ouais, un an. À la limite, si c'est pour voir la saga complète des King Kong, pourquoi pas, mais celui-là. Mais je vais quand même essayer de me mater les autres King Kong, notamment celui où t'as un robot singe géant, ça a l'air un peu marrant. Bon. Avant ça, on a quand même retrouvé des films un poil plus intéressants, avec un âne notamment. C'est Au hasard Balthazar de Robert Bresson, que j'avais parlé d'un condamné à mort, c'est échappé la dernière fois, souvenez-vous. Et Au hasard, j'ai un peu plus aimé, même si pas autant aimé que ce que j'aurais cru. Je lui ai mis A+, j'aurais voulu le mettre en S, mais finalement il va pas transcender à ce niveau-là. Mais ça reste quand même assez puissant. Donc on va suivre un âne qui s'appelle Balthazar, et qui va aller de propriétaire en propriétaire, et des fois ça va être un peu chaud, qui vont le maltraiter. Notamment le défaut, pas vraiment un défaut, moi ça m'a un peu ennuyé durant le film, c'est qu'on va rester sur les mêmes propriétaires pas mal de temps. Ce qui je trouve aurait été plus intéressant de vraiment faire, qui change tout souvent de propriétaire, ça aurait vraiment donné une découverte de la vie du point de vue d'un âne, ce qui est assez sympathique. Le délire marcherait bien, ça permettrait de voir la cruauté du monde, et c'est ce que le film nous montre, mais ça reste quand même assez autour des mêmes personnages. Mais ça reste fort, l'histoire malgré tout est assez puissante. Celle autour du personnage d'Anne Dizalmetsky, donc qui est l'actrice, fonctionne parce que c'est aussi un petit peu techniquement comme Balthazar. Elle va aller vers des personnes pas forcément très fréquentables, mais qui ont quand même de la personnalité, elle va s'attacher à eux, mais ils vont globalement la maltraiter. Mais le plus intéressant je pense quand même, c'est le vieux qui apparaît vers la fin. Donc bon, le film il parle assez de codépendance affective,
Ce qui est un sujet assez en avance pour l'époque, je trouve, et qui va le rendre vraiment pas mal. La réalisation, elle est sympa aussi. Il y a un côté mystique dans la définition des plans, notamment le plan de fin, je vais pas en parler tout de suite, qui est vraiment très triste et poignant. Voilà, donc c'est un film qui est extrêmement efficace, que j'invite volontiers à regarder, même si je trouve qu'il n'a pas aussi transcendé que ce que j'aurais cru. Et en termes de transcendance, l'autre film que je vais parler maintenant va un peu plus le faire. C'est un film qui n'a pas de titre français à ma connaissance, mais j'ai pas envie de dire le titre anglais, donc je vais quand même essayer de le traduire. C'est globalement la boîte aux lettres rouge sur la rue Escher, de Sonotion. Ou Sion Sono hein, si vous préférez l'ordre français. S-. Donc c'est globalement mon quatrième S de la part de la film de Sonotion, parce que j'attends trop ce qu'il fait. En termes de film, hein, je veux dire. Donc t'as des histoires assez bad, comme disent les anglais, sur sa vie privée. Je vais pas trop en parler tout de suite, mais je préfère au moins un peu l'évoquer. Je vous laisserai la joie d'y découvrir vous-même. Et bon, parlons du scénario un petit peu. C'est l'histoire d'un réalisateur qui s'appelle Tadashi Kobayashi, qui va faire un film, et pour ce faire, il passe un casting pour chercher ses actrices principales, et c'est ce même casting qui va nous être présenté, enfin, qui sont tous les participantes de ce casting, et toute leur histoire. En tout cas, c'est la première partie. La seconde, ce sera le tournage en lui-même, mais ça, c'est... je vous laisserai découvrir. C'est pas un défaut, mais un truc casse-couille, c'est qu'il est galère à trouver, mais à un niveau. Et les films de Sonotion, c'est vraiment les pires pour les chercher, hein. Et notamment, tu le trouves même pas en VOSTFR. Celui-là, par exemple, juste avec des sous-titres anglais. C'est chiant, mais c'est la seule solution pour le voir, donc on est bien obligé. Et bien évidemment, la qualité de base, c'est clairement les personnages, et donc toute la psychologie de pensée de ces acteurs, ces actrices surtout, qui veulent toutes faire du cinéma pour des raisons très diverses, et c'est cette diversité qui va tous nous intriguer. Mais ça amène un petit défaut, semi, parce que le film a quand même une durée assez forte, il dure 2h30, mais le défaut, je vais le dire tout de suite, parce que j'ai pris des notes ce coup-ci, c'est le fait qu'au total, il y a 40 personnages. Ah oui, je les ai tous comptés. Déjà pour commencer, il y a un perso qui s'appelle Mitsuko. Si vous êtes familier avec l'œuvre du réalisateur comme moi, vous savez qu'il y en a beaucoup des persos qui s'appellent Mitsuko dans sa filmographie. Alors donc vous vous doutez bien que parmi toutes ces histoires, il y en a qui sont pas aussi intéressantes que d'autres, mais je vais quand même essayer d'en citer au moins deux. Déjà l'histoire de Yasuko, qui peut amener des trucs un peu chelous quand on connaît ce qu'a fait la réelle dans la vraie vie, qui sont un peu malaisants, et qui en soi dans le film sont aussi un peu malaisants mais fonctionnent assez bien, notamment parce que ça va amener l'un des thèmes les plus essentiels du réalisateur, à savoir le père, la question du père, qui est souvent un sacré trou dans ses films, et aussi l'histoire de Kiruku, qui est je pense la plus tragique. Si elle veut jouer dans des films, c'est parce que son petit copain qui est mort voulait également être acteur, donc c'est pour honorer sa mémoire, et ça c'est quand même assez touchant. J'aime aussi beaucoup l'idée de départ de ce que Sonotion voulait faire. Globalement, si j'ai bien suivi l'histoire, c'est que si on faisait une masterclass où il parlait avec différents élèves de la création artistique, etc., il s'est rendu compte qu'il voulait faire un film avec tous ces gens-là, et il l'a fait, et ça a donné ça. Donc c'est un film qui va notamment parler aussi des figurants, pour essayer de leur rendre hommage et ce qu'ils représentent, notamment durant la scène du tournage. On va pas parler, mais c'est aussi très bien ficelé. Et en gros, c'est un film de Sonotion où il parle en soi directement de la création artistique de film, qui est un thème qu'il a déjà pas mal abordé dans d'autres de ses films, et à chaque fois c'était super réussi, et ce film n'en fait pas exception, ce qui fait que c'est pour mon sens un de ses meilleurs. Même si le meilleur c'est clairement Love Explosion. Hein. C'est quand même marrant de se dire que durant tout ce mois-ci, il y a un défaut assez récurrent, c'est qu'il y a trop de persos pour une durée pas assez longue. C'est bizarre quand on y retrouve autant. Nous allons passer vers un autre film japonais qui est un tout petit peu moins intéressant, mais néanmoins pertinent, enfin à peu près, c'est Reboard of Mothra, hein, en anglais, de Dokihiro Yuneda, qui est un réalisateur qui a pas fait grand chose visiblement par ce film et les suites. Donc avant je vais expliquer qu'est-ce que Mothra. C'est un des ennemis les plus connus de Godzilla, donc c'est un kaiju. C'est une mythe géante, elle est absolument trop cool, trop classe, je veux des peluches d'elle, etc. J'adore. C'est peut-être même mon kaiju préféré, moi qui suis un grand fan de Godzilla, vous le savez peut-être pas mais je vous le dis. On avait déjà eu des films, donc Mothra qui combat Godzilla directement ou même solo, avec le très bon film Mothra de Honda, pas la marque de voiture, hein, le réalisateur japonais. Et donc ce film-ci, je lui donnerais la note de D+. Parce que t'as à peu près les mêmes défauts que dans le film de Kong, hein, bizarrement. Tu as réduit les enjeux du premier film. Du coup, si c'est pas une suite, c'est un remake, mais t'as la même idée. Dans le premier film, t'avais une question vraiment sociétale et anticapitaliste quasiment, contre les sociétés qui exploitent la nature. Là, c'est plus vague. C'est pas bien de polluer, quoi. C'est pas vraiment de remise en question globale du système. Je vais pas dire que le premier Mothra était Fight Club, mais t'avais quand même une force là-dedans, parce que ça prenait
prenait une subtilité. Là, y a pas. C'est clairement plus un film pour enfants. Et dans le thème aussi, c'est plus pour enfants. Notamment parce que les protagonistes sont deux gosses qui sont assez corrects. C'est pas les plus insupportables, mais ils vont pas marquer. Ils reprennent l'univers de Mothra autour des fées. Pas tout vous expliquer, hein, mais c'est un truc assez important. Et ça les rend manichéens parce qu'il y aura un grand méchant pas belle. C'est globalement Power Rangers, je crois, le design. Ça a pas la même aura que ce que les films avaient essayé de faire avant. Ce qui est dommage, mais bon, ça reste assez pathétique le scénario en fait. Et la réalisation, elle est téléfilm. C'est facile de dire ça, mais c'est ce que c'est quoi. Elle va pas vous marquer, c'est correct. L'éclairage, il est assez cartoon et pas vraiment. Pas cartoon intelligent quoi. C'est pour enfants quoi. Mais c'est pas pour enfants intelligents, ce que j'essaie de dire. Il y a aussi un délire chelou parce que Mothra va affronter un autre kaiju qui est un dragon à 3 têtes. Et en tant que fan de Godzilla, évidemment, je me mets à penser que c'est un plagiat de Ghidorah, notre kaiju assez célèbre. Donc pourquoi ils n'ont pas directement mis Ghidorah, je ne sais pas. Et apparemment, il apparaît dans les suites. Hein. Je vais les regarder, je pense, mais je vais pas y aller avec un intérêt très fort, vous voyez. T'as aussi des trucs assez cons dans les mises en scène, notamment t'as un moment où j'ai eu très envie de passer un extrait d'un JDG que je vous montrerai peut-être l'extrait si je ne suis pas désespéré durant le montage. Globalement, t'as les enfants qui vont essayer de se dire que affronter un dragon géant c'est une bonne idée, donc ils vont se barrer, et les parents qui sont en mode mais non, n'allez pas, alors qu'ils restent sur place. Non, les enfants, n'y allez pas. Non, non. Ah, si seulement mes pieds n'étaient pas vissés au sol. C'est con, et ça m'a rappelé un gag de JDG, donc c'est quand même pas mal. Mais aussi, un truc qui m'a énervé, c'est que j'ai aussi galéré à le trouver, comme pour le film d'avant. Mais là, ce qui m'a encore plus énervé, c'est que j'aimais pas que j'ai eu avec des sous-titres anglais, j'ai eu des sous-titres français, mais c'est que l'audio, c'était pas l'audio japonais original, c'était l'audio anglais. Et vous savez, sur internet, dans la rue, n'importe où, on se fout pas mal des versions françaises des films étrangers, à tort ou à raison, la plupart du temps à tort, je trouve. Mais on se fout pas autant de la gueule des versions anglaises, alors que c'est de la merde. Oh mais vraiment, c'est le truc le plus insupportable du film. Rien qui va, il y en a aucun qui sont synchro, l'énergie elle est pas du tout dedans, c'est une catastrophe. Et vu que j'ai galéré à trouver ce film en version originale, je me suis rabattu sur l'anglaise et j'espère que pour les suites ça va pas être la même chose, mais j'ai peu d'espoir. Et à quel point ça m'a gâché mon visionnage, je ne sais pas, mais c'est peut-être vraiment pour ça que je lui ai mis une note aussi basse. Bon après si vous voulez y tenter, hein, je vous conseille plus les films Mothra où elle combat directement Godzilla, comme le premier Mothra contre Godzilla qui marche beaucoup mieux. Mais celui-là, ouais non, vous pouvez passer votre chemin sans vraiment de regrets. Après peut-être que les suites vaudront le coup, je ne sais pas, mais je vous dirai plus tard. Alors ce coup-ci, nous avons également un autre thème animalier avec le singe, l'âne, la mythe et maintenant le chien avec Black Dog de Guan Yu. Excusez-moi si je prononce mal le nom. La note c'est A-. Ça raconte globalement l'histoire d'un type qui va essayer d'élever un chien qui a la rage. Enfin, qui soupçonne d'avoir la rage. Ce qui est très intéressant, ce sont deux outsiders, les persos. Le chien il est mal aimé parce qu'il a la rage et on essaie de le choper hein, durant la première moitié du film parce qu'il peut contaminer les autres chiens et les gens d'une manière générale. Donc il est mal aimé. Et le protagoniste aussi c'est un outsider vu que c'est un ancien prisonnier qui sortait au prison au début du film et il va rencontrer ce chien. C'est très touchant. L'amitié entre le chien et son maître est aussi assez poignant. Il y a quelques scènes qui sont d'une efficacité rare, mais ça va être un défaut plus ou moins récurrent. Il ne développe pas assez cette relation. Il passe un peu trop de temps sur les autres persos qui sont pas forcément vraiment les plus captivants à regarder. Mais ça reste mieux que Dragon par exemple en termes de relation animal-maître. Après la réalisation elle est très sympathique. Il y a un côté mystique aussi, un peu comme dans Ozar Balthazar, notamment autour du chien. Et aussi un autre truc que j'aime bien, c'est que ils foutent la musique des Pink Floyd à pas mal de moments, surtout vers la fin, mais notamment de l'album Dark Side of the Moon, voilà, qui est un des meilleurs albums de toute l'histoire de la musique, hein, je pense. C'est marrant, ils auraient pu mettre Dogs dans le film, mais bon, ça aurait pas trop collé à l'ambiance. Après, le film, il est touchant par d'autres aspects que juste avec le chien. Notamment, le protagoniste a des relations plus ou moins complexes avec son père et avec sa sœur, qui sont là aussi pas autant développées que ça aurait dû, notamment parce que je trouve que le film, il passe trop de temps à essayer de parler de la petite amie du protagoniste. C'est un peu compliqué l'histoire, c'est une meuf qui vient du cirque, qui va pas bien loin avec cette histoire. Ce qui est du coup dommage de se dire qu'on a passé assez de temps là-dedans alors qu'on aurait pu développer des trucs plus intéressants comme le chien, le père, la soeur, etc. Mais malgré tout, c'est très fort et très poétique par instant. J'invite à le voir. C'est un film qui vient de sortir cette année. Je pense qu'il va pas avoir un succès de ouf, mais franchement, si vous avez l'occasion de le voir, je le conseille vivement. Nous allons peut-être un jour arriver à la fin de cette vidéo, je ne sais pas moi-même, mais en tout cas nous y sommes presque et merci de me suivre jusqu'ici. Et nous allons parler du clan des Siciliens d'Henri Verneuil. Donc Verneuil, vous avez peut-être vu Un singe en hiver ou Peur sur la ville avec Bébel. Et ce coup-ci, il n'y a pas de Belmondo, il y a Ventura, Delon et Gabin. Rosta du cinéma français de l'époque, ce qui va m'amener à lui mettre A+, non pas juste pour ces acteurs qui sont tous excellents dans leur rôle, donc évidemment n'en doutez pas de la part d'eux, mais c'est quand même sympa de le rappeler qu'ils sont vraiment très impliqués dans la création
leur personnage. Alain Delon va jouer un jeune voyou, prépare un coup, peut lui rapporter quelques millions de francs il me semble, et pour ce faire il va demander un peu de l'aide à la mafia des Siciliens dirigée par Jean Gabin, mais ces espoirs vont peut-être être un petit peu de courte durée à cause du flic joué par Lino Ventura, mais ça je vous laisse le découvrir. Ce panel de personnalités d'acteurs va nous donner une psychologie très intéressante à décortiquer, un peu comme dans Cercle Rouge peut-être on a un peu plus moins développé je dirais, mais néanmoins intéressant, et peut-être plus accessible pour des gens qui sont pas habitués à ce genre de cinéma. Notamment parce qu'il y a un truc qui va énormément marcher dans le clan des Siciliens, c'est la musique faite par Ennio Morricone, donc forcément c'est incroyable. Donc la musique va amener du dynamisme dans pas mal des scènes du métrage, ce qui va les rendre marquants. C'est ce qu'on attend le mieux de ce genre de film. Henri Verneuil, malgré le fait qu'il soit pas l'un des réalisateurs les plus reconnus de sa génération, a quand même du talent pour mettre en scène ses comédiens dans de bonnes scènes. Notamment cette course-poursuite entre Ventura et Delon, ainsi que toutes les autres scènes très marquantes, donc celle à l'aéroport, la scène de fin, la scène qui se passe dans la plage, même la scène de début avec l'évasion de Delon. Vraiment il y a beaucoup de scènes qui vont être très fortes, ce qui va nous amener beaucoup de sympathie pour les personnages, malgré que ce soit des raclures. Les scènes où Gabin discute avec son ancien associé, quand ils sont dans le magasin de jouets, etc. C'est un film qui, malgré toutes ces années, est culte, et qui, je trouve, n'a pas démérité sa place. Donc je vous invite à le visionner. Cette caméra, décidément, ne fait n'importe quoi. En tout cas, on n'a plus que 4 films à se taper. Navré d'être encore aussi beaucoup trop long, mais bon, que voulez-vous, j'adore m'étaler. Et ne perdons pas de temps avec L'Héritier, qui est un film qui n'a pas non plus de page Wikipédia, qui est plus connu sous le nom de The Child, mais en tout cas réalisé par Park Hoon-jung. J'ai toujours quelques mal avec les noms de coréens que je ne connais pas beaucoup. Je connais un peu, il a scénarisé J'ai rencontré le diable, qui est un de mes films coréens préférés, et un de mes films préférés tout court. Hein. Mon deuxième film d'horreur préféré, je crois. Là, il nous fait un autre film qui est beaucoup moins gore. Pas mal de scènes, parce que quand on dit qu'un film coréen est pas gore, c'est qu'il y a un peu quand même. Je lui ai mis un moins encore, hein. Il y a beaucoup de un moins aujourd'hui. Non, je vais tout de suite parler du scénario. C'est l'histoire d'un jeune philippino-coréen qui est à la recherche de son père, il ne sait pas qui il est, et qui, pour gagner sa vie, fait des combats de blocs clandestins, et des paris, mais vu qu'il est con, ça marche pas. Et il va se retrouver, malgré lui, dans une affaire qui concerne son père, qui a finalement réussi à retrouver. Concrètement, tout le monde veut le buter. Je vais le dire tout de suite, parce que le défaut principal du film, c'est que le protagoniste, il est chiant, il est plat, il est pas très intéressant, contrairement aux autres personnages, ce qui va donner un rythme, malgré tout, assez pénible au début, mais qui est rattrapé. Puis l'autre défaut aussi que je trouve au film, c'est que ça met vraiment beaucoup trop de temps avant qu'on ait les explications de tout ce bordel, ce qui est un petit peu dommage pour le rythme, etc. Mais qui est rattrapé parce que, je vais le dire tout de suite, la plus grande qualité du film, c'est pas tous ces personnages, même s'ils sont quand même assez intéressants, mais surtout le vrai protagoniste peut-être, qui n'a pas de nom, tueur en série de son vivant, joué par Kim Seong-ho, qui est mais d'un délice. Le perso est super excentrique, il est décalé, il a un ton cassant de ouf. T'as l'impression qu'il est imbattable quoi quasiment. Et peut-être un petit peu trop, parce que des fois c'est quand même supra-surréaliste. Mais l'acteur il donne tellement un jeu qui le rend génial. Et c'est lui qui va amener principalement toutes les scènes d'action du film, qui comme pour les films hongkongais d'une manière générale, sont vraiment ultra dynamiques et super fun à regarder. Beaucoup mieux que les scènes d'action américains si vous voulez mon avis. C'est clairement lui qui va porter tout le film et il le porte superbement bien. Rien que pour ça, je vous invite à le voir. J'ai parlé que du personnage parce que le reste c'est assez, je vais pas dire plan-plan, assez osef. Malgré les scènes d'action, les scènes de dialogue, etc. sont quand même une réalisation basique, on va dire. C'est pas totalement téléfilm, mais c'est assez basique. Et qui reste efficace, hein. Et c'est le plus gros atout de ce film, il est super efficace. Grâce notamment au personnage du tueur à gages. Donc là, nous allons faire un autre film qui est un petit peu moins sérieux, on va dire. C'est l'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune, de Jacques Demy. Demy, vous connaissez ses comédies musicales, Les Demoiselles de Rochefort, Les Parapluies de Cherbourg. Et donc là, il nous fait une comédie autour de Marcello Mastroianni, qui est enceinte, donc de Catherine Deneuve, et je lui ai mis B. C'est marrant, c'est la plus grande qualité du film, il est quand même assez drôle. Mais il est pas folisson, quoi. Notamment à cause de la fin, que j'ai pas la spoiler, mais ça reste décevant, quoi, comment ça se conclut. Sinon, en termes de trucs un peu positifs, c'est que le film un peu parlé, pas trop beaucoup, mais quand même de certains sujets assez graves, comme par exemple l'avortement. Pour un film qui date de 73, c'est-à-dire avant la légalisation de ça, c'est quand même assez osé, j'ai envie de dire, de l'aborder aussi frontalement, ce qui est quand même sympa, mais c'est pas... Le concept est amusant, notamment
notamment mieux exploité que dans le film avec Schwarzenegger par exemple, si vous l'avez vu, mais c'est pas son meilleur quoi, il a clairement fait des trucs un peu mieux, même si moi je suis pas le plus Jacques Demy, j'ai toujours un peu de mal à rentrer totalement dans ses films, même si je les trouve vraiment très bien réalisés. Celui-là c'est sympa quoi, il aura pas grandement marqué les esprits, mais ça reste correct, donc n'hésitez pas à aller le voir. En tout cas, il nous reste deux films, donc autant parler directement de celui-ci. C'est The Electric State, sorti cette année sur Netflix, des frères Rousseau, donc on fait les derniers films Avengers. Je l'ai mis C. Je m'attendais à pire honnêtement, de ce que j'avais entendu, apparemment c'était une giga merde, même si je trouve pas qu'il est horrible non plus. Ce qui est surtout chiant, c'est que il se passe rien quoi. Les persos sont pas super bien introduits, ils sont pas super bien exploités, les scènes d'émotion marchent pas, parce que t'as pratiquement aucun lien entre les individus, que ce soit le perso de Chris Pratt là, qui aurait pu peut-être avoir une excentricité sympa, et qui a peut-être une de quelques scènes, mais notamment avec son attachement avec la protagoniste, mais c'est pas exploité, c'est pas bien mis en scène quoi, c'est plat, pratiquement sans intérêt. Moi j'ai pas grand chose à dire. Le concept aurait pu être intéressant, c'est en gros une uchronie où on est dans un monde où les robots sont développés en masse avant notre ère, et ils ont essayé de se rebeller, mais nous on a créé des drones contrôlés directement par l'esprit humain pour les en empêcher, et les foutre dans le désert globalement, où ils vont rester. Bon bref, tu vois tout de suite de quoi ça veut parler, donc de discrimination raciale, et du fait que les individus passent plus de temps chez eux qu'à l'extérieur. Mais comme je l'ai dit, le développement il est passé à la trappe, hein. C'est pas très pertinent et pas très subtil. Mais bon, hein, et les scènes d'action sont vraiment plates pour le coup, même par rapport à Mission Impossible 2. Mais bon, c'est pas non plus catastrophe totale quoi, ça se laisse regarder, mais ça va pas marquer les esprits, ça c'est sûr. Bon, il nous reste un dernier film, et pas des moindres, il s'agit du Soupirant de Pierre Hété, qui n'est plus du coup vu qu'il est mort, et le Soupirant lui je lui ai mis B+. Donc l'histoire ça va être celle d'un type, il me semble qu'il a pas de nom dans le film, si ma mémoire est bonne, et qui va chercher une bonne femme à épouser. Ce qui marche c'est l'humour, notamment parce que l'humour il est comme dans les films de Tati, surtout joué sur le visuel plus que sur les dialogues, qui est la quintessence du cinéma du coup, qui réussit très bien ses calculs comiques par rapport aux scènes qui s'enchaînent un peu comme un bon Buster Keaton, donc le slapstick, etc. Mais il va pas nous marquer aussi fort que cela, ça traite pas des thèmes vraiment très intéressants, j'ai envie de dire, pas comme les films de Jacques Tati justement. Il reste efficace, notamment parce que Pierre Hété est à fond là-dedans, il est très créatif dans ce qu'il veut mettre en scène, mais le défaut j'ai envie de dire c'est que le film il m'a un peu rappelé Getting Any de Takeshi Kitano, qui là aussi raconte l'histoire d'un mec qui veut se faire une meuf globalement. Seulement dans le film de Takeshi, il s'est clairement montré le protagoniste comme un con. L'hilarité ça va venir du fait qu'il va foirer et qu'il va se faire punir justement. Là c'est pas tout à fait ça dans le Soupirant. Perso il est quand même censé être un peu attachant, alors que globalement il harcèle des meufs, notamment parce que le film est divisé en tout 3 actes assez précis on va dire. Le premier où clairement il se balade de partout et il cherche une meuf quoi, hein. C'est certes marrant mais ça peut être un peu considéré comme du harcèlement comme je l'ai dit. La seconde où il aura trouvé une meuf mais ça va pas se faire, et le truc c'est que j'ai un peu de peine pour cette fille, parce qu'elle est clairement amourachée du protagoniste et lui il s'entend pas le coquillard, mais là encore l'humour il est très bien tenu. Et la dernière partie où ce coup-ci il va devenir totalement amoureux d'une chanteuse qui dans le film n'a visiblement qu'une seule chanson, et vraiment ça va partir très loin dans cet amour, notamment dans sa chambre il va coller des posters d'elle de partout. Ça m'a un peu rappelé Perfect Blue, hein. Peut-être que je vous montrerai l'image si je suis pas trop flemmard en montage encore une fois. Il y a de quoi perturber quoi si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon là encore une fois il les harcèle pas totalement, il fait des dragues de rue mais c'est pas la plus insupportable, et puis il n'ose jamais vraiment s'approcher directement des meufs, et il se permet pas non plus de faire des trucs totalement déplacés, donc c'est pas insupportable non plus. Mais je trouve pas que c'est le plus mieux que ça aurait pu être. Mais en tout cas pour Pierre Hété, qui je découvre avec ce film, je pense qu'il peut faire des trucs vraiment très intéressants. Je vais en regarder d'autres, je verrai ce que j'en penserai. En tout cas c'était une bonne découverte j'ai trouvé, malgré tout. Bon, nous avons terminé cette vidéo, c'était beaucoup trop long je pense. Putain je vais galérer à essayer de rendre ça dynamique au montage et ça va me faire chier. Mais bon, c'est de ma faute, j'avais qu'à pas choisir de faire cette vidéo. En tout cas c'était malgré tout un vrai plaisir de partager tous ces films avec vous. J'espère que je vous ai fait découvrir des trucs qui vous passionneront, et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, et je vous dis ciao.